18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de ce lundi. Jour 3 de l'intervention d'urgence en faveur des populations affectées par les chutes de neige dans la province de Ouarzazate. Vivres, assistance médicale et autres secours sont apportés aux populations fragilisées par le froid glacial. Notre équipe a accompagné la caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité d'un sidouar de la commune d'Amrzgan. Les fortes intempéries entraînent également des perturbations sur l'état des routes à Tinrir. Les équipes de déneigement se relaient jour et nuit pour dégager les chaussées enneigées et rétablir la fluidité du trafic. C'est une passion qui se réduit comme une peau de chagrin au fil des années, la philatélie ou la passion de collectionner les timbres rares. À 54 ans, Mustapha Khoya s'adonne à ce loisir noble. Il nous a dévoilé sa collection personnelle, un mini-musée à découvrir en fin de journal. Bonsoir. En application des hautes instructions royales, l'opération d'aide humanitaire d'urgence se poursuit à Zagora, Ouarzazate et Taroudant. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour porter assistance aux populations de ces provinces durement affectées par les fortes intempéries. Exemple à Amrzgan, province de Ouarzazate, une des zones cibles desservies par les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Boubkar Ben Ghabret et nos envoyés spéciaux à Ouarzazate, Khalid Azdoun et Mohamed Laroui. Niché à plus de 1800 mètres d'altitude, Amrzgan, commune enclavée en plein milieu de la montagne. C'est dans la province de Ouarzazate. La neige y est tombée en abondance ces derniers jours. Pour y accéder, la caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a dû emprunter des routes difficiles d'accès pour l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence au profit des populations rurales, des 6 douars de la commune, comme ici, au douar Aït Abdallah. L'opération de distribution d'aide composée de produits alimentaires et de couvertures touche 75 douars au niveau de la commune d'Amrzgan. 405 familles de 6 douars ont déjà reçu cette aide. Produits alimentaires et couvertures sont ainsi remis à la population rurale affectée qui bénéficiera également d'un accompagnement social adapté et d'une prise en charge médicale de proximité. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette aide. La route a été réouverte à la circulation. Nous avons reçu du riz, de la farine, du sucre et d'autres denrées alimentaires. La Fondation nous a remis également des couvertures. Vive Sa Majesté le Roi. Sur ces hautes instructions, l'aide humanitaire d'urgence nous est parvenue rapidement. Nous avons reçu également des couvertures. Ces aides arrivent au bon moment. En raison des fortes chutes de neige, les douars se sont retrouvés enclavés. Il a neigé en abondance cette année. L'intervention d'urgence est menée sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les équipes composées d'assistantes sociales et de médecins de la Fondation agissent en coordination avec les départements concernés et les autorités locales. L'opération d'aide humanitaire est menée également au niveau de la province de Zagora et Taroudant. Et au milieu du décor hivernal, plusieurs routes ensevelies sous la neige, comme dans la province de Tinrir, où il est tombé la nuit d'hier 20 bons centimètres de neige. Sur place, les services de déblaiement sont en action. Les saleuses se fraient un chemin sur les différents tracés routiers fermés à la circulation. Une mobilisation logistique qui a permis d'évacuer les chaussées enneigées et désenclaver les douars riverains. Yassine Mourafiq et Zakaria Moukinbila. Dès les premières heures de la matinée, les déneigeuses reprennent du service. Depuis quelques jours déjà, ces engins travaillent à évacuer de la route des quantités importantes de neige. Ce travail acharné a permis de désenclaver les douars de la commune de Tiknioun et de rétablir la circulation. Aujourd'hui, tous les axes routiers de la commune sont ouverts. Entre Boumelndadès et Tiknioun, il y a aussi la route nationale reliant Tinrir à Nqoub via Tiknioun, soit la route régionale 108. Alors que les opérations de déblayage se poursuivent, l'affluence des visiteurs au village est de plus en plus palpable. Le temps d'un week-end, beaucoup choisissent de venir profiter du paysage.
J'ai amené mes enfants pour jouer et voir la neige. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de telles chutes de neige. Comme vous voyez, tout le monde est heureux. Je suis ravi d'assister à ce beau spectacle. Nous sommes venus en famille, il y a une bonne ambiance. Ces derniers jours, la province de Tinrir a connu d'importantes chutes de neige, jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, avec des températures qui ont atteint jusqu'à moins 8 degrés. 55 000, c'est le nombre de créations d'entreprises au Maroc au cours des 7 premiers mois de 2022. Un engouement sans précédent observé en phase avec le lancement en avril de l'année écoulée du programme Força. Cette jeune initiative gouvernementale parachève sa première phase avec des résultats prometteurs parmi les 10 000 porteurs de projets accompagnés et financés. Nous avons rencontré Badreddine Grina, un start-upper lauréat de la première promotion de Força. Reportage Leila Asli, Abdelrahman Zian avec un commentaire de Maria Awad. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a décidé de faire de sa vie un rêve éveillé. Armé de son ingéniosité et de sa créativité, Badreddine Grina a créé une application de fitness sur smartphone. Elle permet aux férus de sport d'acheter des packs de séances sans engagement, valables dans toutes les salles de sport haut de gamme du Maroc. Un exemple même de la méritocratie et de son programme d'accompagnement Força. Application mobile sans engagement. Grâce à cette application mobile, les gens peuvent acheter différents packs de sport valables dans toutes les salles du Maroc. On peut acheter aussi bien des forfaits de 5, 10 ou 15 séances et sans engagement. Une fois les packs achetés, il y a des podcasts d'accompagnement sur les réseaux sociaux. Comme un incubateur de talents, le programme Força s'adresse à tous les résidents du Maroc, d'ici et d'ailleurs. Âgés de 18 ans et plus, un seul prérequis est de mise, avoir une idée, un projet, beaucoup d'ambition et un rêve en devenir. Donc il y a la série de l'école, mais un grand budget, donc il y a fin lancé. Lorsque j'ai fini mes études, je n'avais pas beaucoup d'argent pour développer mon application. Mes parents m'ont un peu aidé au début, mais cela n'était pas suffisant. J'ai donc envoyé une demande d'accompagnement au programme Força et à ma grande joie, ils ont financé mon projet avec un montant de 100 000 dirhams. Le côté le volet marketing d'Iana, le développement de l'application, le recrutement de l'équipe d'Iana. Fort de son succès, le programme Força annonce une seconde. Fort de son succès, le programme Força annonce une seconde édition en 2023 avec une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams. Quant à notre entrepreneur en herbe, le voilà lancé sur la voie du succès. Son application connaît un grand succès auprès des jeunes. Et focus sur le franc succès de ce chantier gouvernemental prometteur qui est la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc avec notre invitée ce soir, Madame Fatem Zahra Ammour, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Bonsoir Madame la Ministre, le programme Força a passé un cap et les résultats remarquables de cette première édition sont là pour l'attester. Plus de 10 000 porteurs de projets accompagnés et financés. Quel bilan faites-vous de cette première édition et qu'est-ce qui a fait selon vous le succès de ce programme ? Alors nous sommes extrêmement satisfaits du bilan du programme Força pour l'édition 2022. Nous avons atteint nos objectifs puisqu'il s'agissait d'accompagner et de financer 10 000 projets en 2022. Donc nous avons atteint cet objectif. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu un engouement énorme pour ce programme, ce qui montre qu'il y a une demande réelle sur le marché marocain pour l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes. Et ce qui fait le succès de ce programme, sincèrement, c'est certaines choses que nous avons mises en place qui étaient assez innovantes, comme par exemple la mise en place de la plateforme électronique Força.ma, qui a permis en fait de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat et qui a permis à tous les Marocains à travers tout le pays de pouvoir avoir les mêmes chances de participer à ce programme.
Madame la ministre, vous faites la promotion d'une nouvelle culture entrepreneuriale. Quels étaient les dispositifs de suivi et d'accompagnement mis à la disposition de la première promotion de Força? Alors, effectivement, l'idée aujourd'hui, le critère de succès, ça a été le financement de ces 10 000 projets, mais vraiment l'objectif, c'est que ces 10 000 projets soient des projets réussis et que nous ayons 10 000 personnes autonomes et motivées et qui participent à l'économie de notre pays. Donc pour ce faire, nous avons mis en place un dispositif de suivi qui va se dérouler sur les 2 prochaines années, donc pour cette première promotion de Força. Et tous les porteurs de projets vont être accompagnés par des incubateurs qui vont les aider à continuer de développer leurs projets et de s'assurer qu'à tout moment, disons qu'ils ne se détournent pas de l'objectif initial. Et donc les incubateurs, ça va être ça leur rôle, mais également des instituts de microfinance qui sont là pour les institutions de microfinance qui vont être là pour les accompagner, pour s'assurer du recouvrement, pour les aider à continuer à mettre en place un business plan qui est pérenne. Et notre objectif est vraiment que 100% de ces projets réussissent dans les prochaines années, Inch'Allah. Et pour satisfaire un tel engouement entrepreneurial chez la jeune génération, vous reproduisez le programme pour une nouvelle édition. Quel challenge relèvera Força en 2023 ? Alors, nous, franchement, on est plutôt satisfaits de ce que nous avons fait en 2022. Donc, nous allons reconduire le même modèle en 2023. Alors, évidemment, il y a des petites choses qui sont perfectibles et on va le faire. Mais surtout, ce qu'on va essayer de faire pour l'édition 2023, c'est de continuer d'encourager l'inclusion des femmes. Puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près 20% de participation des femmes, ce qui est en ligne avec le taux d'activité des femmes dans la société marocaine. Et nous voulons accompagner l'effort gouvernemental qui est d'atteindre les 30% de taux d'activité féminin. Et vraiment, nous voulons que Força participe à cet effort. Et donc, nous allons probablement, pour cette deuxième édition, faire de la discrimination positive. Donc, j'encourage toutes les femmes qui ont une idée de projet ou qui ont un rêve. Je leur dis, rejoignez le programme Força, vous aurez toutes vos chances, Inch'Allah. Madame Fatem Zahra Amour, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, merci d'avoir répondu à nos questions. Et à l'heure d'Internet et des nouvelles technologies, ils sont peu nombreux à collectionner des timbres. Les philatélistes apparaissent aujourd'hui comme la mémoire vivante de la mémoire collective. Portrait tout de suite de Moustapha Khoya, le plus ancien collectionneur de timbres du Maroc. Maria Ouattan. Dans son cabinet de curiosités, des timbres vieux de près de 2 siècles, tels que le mythique Penny Black. Le premier timbre poste de l'histoire a vu le jour sous le règne de la reine Victoria. Au Maroc, l'émission du premier timbre poste date du 2 mai 1912, sous le règne du sultan Moulay Abdelhafid. Il représente la confrérie Issaoui de Tanger, une mémoire immatérielle conservée depuis toujours par Moustapha Khoya, un fervent collectionneur animé par une volonté d'ancrer le passé avec le présent. J'ai commencé à collectionner des timbres depuis l'enfance. J'ai maintenant 54 ans. Faites donc le compte et vous verrez combien ma passion me consume. Je ne fais pas ça pour attirer les projecteurs sur moi, mais bien par plaisir. C'est un plaisir noble où l'on apprend beaucoup sur l'histoire. Des timbres postes collés sur des enveloppes, comme des messagers porteurs de nouvelles. Objet de toutes les attentes, la lettre exigeait tout un cérémonial avant d'être envoyée. Les lettres que l'on écrivait avaient quelque chose de sacré. Il fallait les glisser dans une enveloppe et mettre un timbre. Après quoi, il fallait s'armer de patience avant de recevoir des nouvelles d'un proche. Il fallait attendre parfois 2 mois pour recevoir une lettre. Préserver les timbres, c'est raconter l'histoire d'un monde révolu. Les philatélistes, peu nombreux aujourd'hui, sont en ce sens les gardiens de la mémoire,
contre l'oubli. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Aïssia. Vous pouvez suivre des programmes à tous sur Alioula.